Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'École du futur. Au programme aujourd'hui, que diriez-vous d'une détox digitale? Eh bien justement, c'est radical pour revenir sur de bonnes bases quant à sa consommation numérique. On voit ça dans un instant avec notre série La famille tout écran en partenariat avec le Clémy. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus. Et Jeanne, aujourd'hui, tu vas nous emmener du côté d'images un peu singulières, on peut le dire, puisqu'elles ont été générées par une intelligence artificielle de la société californienne OpenAI. Tout à fait. Aujourd'hui, on rencontre DALL-E, cette IA qui permet de mettre en image n'importe quelle phrase écrite quasi immédiatement. Ça promet. Ça promet absolument, surtout avec toi. Notre question du jour, la voici. Il y a 300 000 personnes sourdes en France, selon la Fédération nationale des sourds de France. Un quart d'entre elles parlent la langue des signes française, la LSF. Et depuis la loi du 11 février 2005, la LSF est reconnue comme une langue à part entière. Alors des enfants aux jeunes adultes, comment concevoir une éducation plus inclusive pour ces publics spécifiques? Comment capitaliser sur leurs forces? À l'occasion de la journée mondiale des personnes sourdes et malentendantes, on va mettre ces talents à l'honneur. Pour en parler en plateau avec nous, Patricia Peterson-Fontenay. Bonjour à vous, Patricia. Bonjour. Vous êtes la directrice et surtout la fondatrice de l'école Montessori internationale trilingue de Nogent-sur-Marne. Trilingue, puisqu'elle propose à la fois une éducation en anglais, en français et en langue des signes française. Et en duplex depuis Lyon, Cédric Richard. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes le fondateur des Sourdoués et de Signes Formation. C'est une école de terrain qui forme les personnes sourdes et malentendantes au métier du numérique. En deuxième partie, on sera aussi rejoint par une EdTech qui met justement la LSF à l'honneur, une maison d'édition bilingue, In Cloud. Mais d'abord focus. Donner l'exemple pour une consommation plus raisonnable du numérique, ce n'est pas forcément toujours évident pour les adultes. Alors les enfants prennent le pouvoir cette semaine dans la famille tout écran, en partenariat avec le Clémy bien sûr. Chérie, on y est presque. Et voici le 12e épisode de Choses étranges. C'est parti. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai tellement sommeil. J'ai verrouillé la porte. On vous a pas vu depuis ce matin, la situation devient dangereuse, on doit intervenir. On comprend, c'est votre série préférée, mais là c'est n'importe quoi. En plus, Juliette, elle nous avait des épinards pour ce midi. J'aime pas les épinards. Et qui va m'aider pour mes maths aussi? Non, puis il y a une drôle d'odeur dans la chambre de Mélina. J'ai dit que j'aime pas les épinards. Sortez prendre l'air, il y a plein de choses à faire. Non, gardez la maison pour vous, mais ici c'est notre territoire, on y fait ce qu'on veut. Exactement. Ok, vous ne laissez pas le choix. Puisque toute la maison est à nous, ça comprend le disjoncteur. Bon bah, c'est bon, vous avez gagné. On sort. Les plateformes vidéo vous poussent à enchaîner les épisodes de séries. Ce gavage a des effets néfastes sur votre sommeil et votre alimentation. Il est indispensable d'apprendre à vous réguler. Montrez l'exemple. Vous êtes censé être déguisé en quoi? Bah, on est les personnages de la série Choses étranges. J'ai vu les choses étranges, ouais. Il y a un gars. On serait déguisé. Et tout de suite, on ouvre la première partie de notre talk. On va capitaliser sur les talents sourds et malentendants. Et pour en parler en plateau avec nous aujourd'hui, Patricia Peterson-Fontenay, fondatrice de l'école Montessori internationale trilingue de Nogent-sur-Marne. Rebonjour à vous, Patricia. C'est un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai fondé l'école en 1989. En 2010, nous avons ajouté la troisième langue, la LSF. C'est une langue qui se marie parfaitement bien avec la pédagogie Montessori, parce que la pédagogie Montessori est extraordinaire dans le sens où on fait travailler tous les sens du jeune enfant, des enfants. Donc les petits de 2 à 12 ans dans notre établissement apprennent quotidiennement les 3 langues, le français, l'anglais et la LSF.
Et la LSF est enseignée par des assistants sourds qui communiquent uniquement dans leur langue. Et les enfants baignent dans ces 3 langues, comme ils ont une assistante ou une éducatrice ou éducateur anglophone, francophone, et un assistant sourd également, donc dès l'âge de 2 ans. Dès l'âge de 2 ans jusqu'à l'entrée en 6e, on va revenir sur les bénéfices justement dans les neuroapprentissages du fait d'être trilingue à la fois de façon vocalisée et à la fois de façon signée. On est aussi en duplex avec Cédric Richard depuis Lyon. Rebonjour à vous Cédric. Vous êtes le fondateur de Signes et Formation, une association qui fête ses 10 ans quasiment cette année, et puis surtout de cette initiative absolument formidable, les sourds doués. Et on le rappelle, les personnes sourdes et malentendantes sont des talents du numérique à part entière. Je voulais d'abord déjà revenir sur une première question avec vous deux, si vous me le permettez. Est-ce qu'on peut se dire que la surdité, c'est un handicap invisible? Patricia. Alors, ça peut être vu de cette manière-là. Dans notre établissement, les enfants entendants apprennent que l'une des personnes avec qui ils passent leur journée est sourde et qu'il faut tapoter sur l'épaule s'ils veulent leur attention. Mais invisible d'une certaine manière, oui. Je pense que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle la langue des signes a eu tellement de difficultés à rester et devenir une langue à part entière. Oui, parce qu'on le rappelle, 300 000 personnes sourdes, notamment en France, 80 000 à 120 000 selon les chiffres qui pratiquent la langue des signes française, la LSF, quotidiennement. Donc on voit qu'il y a aussi une disproportion entre l'adoption de la LSF et le nombre de personnes sourdes en France. Oui, il y a un enfant sur 1000 qui naît sourd. Nos établissements accueillent les enfants handicapés, évidemment, mais ne sont pas des établissements adaptés à l'enfant sourd. Tandis que dans notre établissement, tous les jeunes enfants sourds et entendants évoluent ensemble. C'est déjà intéressant pour les enfants entendants parce que la surdité, certes un handicap, mais est démystifiée pour eux. Et ils communiquent avec les petits-enfants sourds dans l'école, aussi bien que les enfants entendants. Et j'imagine aussi que, et Cédric, je vous fais participer évidemment à la conversation, c'est aussi intéressant parce qu'on peut se dire que pour les enfants entendants, il faut se faire comprendre de ses camarades sourds et malentendants avec la langue des signes, avec aussi une nouvelle façon d'aborder cette socialisation. Et pour une fois, ce n'est pas juste les enfants sourds qui doivent se faire inclure parmi les entendants, Cédric. Ça vous parle aussi pour les sourdoués? Oui, absolument. Alors c'est vrai que nous, la particularité chez Signes et Formation, donc depuis 2017, nous avons donc ouvert des formations post-bac au métier du numérique. Et la particularité, justement, c'est qu'on accueille uniquement des personnes sourdes signantes avec une pédagogie qui est entièrement en langue des signes, puisque nous, les enseignants sont eux-mêmes sourds. Et ce qui est la solution idéal que nous avons trouvé pour permettre à ces jeunes sourds d'apprendre un métier et de s'épanouir. Et effectivement, pour revenir sur la question du handicap invisible, pour les personnes sourdes, souvent le handicap, il est même plutôt social et linguistique. C'est un handicap linguistique parce que peu de personnes parlent leur langue, donc ce qui les met tout de suite en situation de fragilité puisqu'ils ne peuvent pas se faire comprendre. Et ne peuvent pas comprendre puisqu'ils sont sourds par définition, ils n'entendent pas ce qu'on leur dit. Donc c'est vrai que ça entraîne des difficultés sociales et des petits, puisque l'acquisition de la langue des signes, alors il est vrai que sur les chiffres, sur le nombre de locuteurs de la langue des signes française en France, c'est extrêmement compliqué puisqu'il n'y a pas véritablement de statistiques. Je dirais que c'est quelque chose qu'on ne peut pas difficilement évaluer. Il n'en reste pas moins que la question de l'enfant sourd et de son développement social et de sa capacité à interagir, à grandir, elle dépend aussi beaucoup du contexte dans lequel il va naître. S'il s'agit d'un enfant sourd qui naît dans une famille de sourds eux-mêmes, on va avoir généralement des jeunes qui sont plutôt bien construits
au niveau des interactions linguistiques et qui vont pouvoir développer aussi tout un imaginaire et être relativement ouverts parce qu'ils ont des référents linguistiques à la maison. Vous savez, c'est la question du bain linguistique avant d'arriver à l'école. Mais si vous grandissez en pouvant communiquer avec vos parents, que vos parents communiquent avec vous, c'est beaucoup plus facile. Si vous êtes un enfant sourd qui naissait dans une famille d'entendants où il n'y a pas la langue des signes, généralement, là, on a des jeunes qui vont avoir des difficultés d'apprentissage parce qu'ils ont perdu du temps, parce qu'ils ne peuvent pas interagir avec leurs parents, donc c'est extrêmement frustrant. Et là, on va avoir des jeunes, effectivement, qui vont à coup sûr développer des problématiques d'apprentissage. Donc après, l'idée de pouvoir mélanger et faire en sorte que les jeunes entendants rencontrent des jeunes sourds, c'est effectivement idéal. Hein. Nous, on prône effectivement cette diversité. Et au sein du campus lyonnais dans lequel nous sommes, il y a quasiment 1000 étudiants, il y a beaucoup d'entendants. Et c'est vrai que c'est une vraie richesse pour eux aussi de voir des sourds finalement. Parce que comme vous le disiez, c'est un handicap invisible. Certainement, tous les jours, nous croisons beaucoup de sourds, mais nous ne les voyons pas. Et je rappelle justement, vous le faisiez, que vous êtes installé notamment pour les sourds-doués dans le campus numérique de la région Rhône-Alpes, à Lyon donc, mais aussi à Saint-Étienne, à Toulouse. Il y a d'autres formations à venir, d'autres éditions, si j'ose dire, des sourds-doués à venir très bientôt à Paris et dans le nord de la France. La valeur ajoutée de cette formation, c'est de faire aussi prendre conscience d'abord aux jeunes adultes sourds qu'ils sont de véritables talents pour l'industrie du numérique, mais aussi de faire comprendre à l'industrie du numérique qu'elle a des talents incroyables à aller chercher. Oui, absolument. Il est vrai que nous, donc on est sur un public jeune adulte, un post-bac. Donc on a souvent des jeunes avec des niveaux très hétérogènes. Alors, on a coutume de dire que le niveau moyen scolaire d'une personne sourde, c'est CAP, BEP, fin de troisième. Alors là, ça tient. L'origine, finalement, c'est comment on éduque les jeunes sourds et où on les amène et ce qu'on attend d'eux. Mais il n'en reste pas moins que le niveau scolaire est extrêmement faible. Et nous, ce qui nous a motivés à créer cette formation et accueillir ces jeunes sourds, c'est de se dire qu'effectivement, c'est un vrai gâchis de talent. Souvent, j'ai coutume de dire que le seul problème des sourds, c'est qu'ils n'entendent pas. Enfin, mis à part ça, ma foi, ils n'ont pas trop de difficultés et que c'est dommage de se priver de talent, de se priver de gens qui sont créatifs et qui peuvent tout à fait contribuer au bien commun. C'est-à-dire pouvoir travailler et se révéler en tant que citoyen. Et ça, c'était vraiment important pour nous de dire, voilà, comment on va faire pour révéler les talents? Et la solution la plus simple, c'était l'approche linguistique qu'on a mise en place. Pour les entreprises, alors dans le domaine du web, c'est vrai que c'est quand même plutôt intéressant parce que on a comme interlocuteur des gens qui ont l'habitude d'aller très très vite, qui sont dans le changement, qui font évoluer le monde et qui ont l'habitude de travailler avec des publics divers. Et du coup, ça, c'est une chance pour nous, c'est qu'effectivement, ils vont apporter de la diversité dans leur production en accueillant des jeunes sourds qui ont une façon de voir le monde qui est différente et notamment dans la construction d'applications web, d'interfaces et d'interfaces d'interaction. Les sourds ont une valeur ajoutée qui est très très forte, c'est leur capacité à penser le monde en visuel. Et ça, les entreprises comptent là-dessus pour aussi se différencier sur le marché. Et ça, c'est important et c'est ce qu'on essaye de faire passer auprès des employeurs qui accueillent nos sourds-doués. Quand on signe forcément en 3 dimensions. Et donc forcément, toutes les technologies spatiales notamment sont extrêmement facilement intégrées par ces talents sourds et malentendants. Patricia, je vous voyais justement vraiment acquiescer quand Cédric parlait de la façon dont, oui, en effet, il y a une continuité aussi des apprentissages. Vous formez, vous notamment, vous accueillez en tout cas à l'école internationale trilingue Montessori de Nogent-sur-Marne, ces enfants de 2 ans jusqu'à l'entrée en 6e, donc jusqu'à 10 ans, 10-11 ans. Avec Cédric, on voit qu'il y a une continuité pour les jeunes adultes. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où, par exemple, ils quitteraient, s'ils ont la chance d'y être, l'école Montessori trilingue, et le moment où, tiens, pourquoi pas, ils iraient dans une formation sourd-douée avec Cédric? Il y a un vide à ce moment-là, au moment du collège, au moment du lycée?
Absolument. Ce vide existe en France aujourd'hui. Nous, on espère que les petits-enfants qui sont chez nous et qui sont sourds profonds pourront éventuellement intégrer Gallaudet University à Washington, D.C., parce que c'est la plus grande université pour les sourds au monde aujourd'hui. En attendant d'intégrer cette université, c'est un vide total pour les enfants sourds qui vont quitter notre établissement. C'est vrai. Mais la nature a horreur du vide, Patricia et Cédric. Est-ce qu'il y a d'autres formations, d'autres écoles que vous avez pu identifier en dehors de cette université américaine, Patricia? Cédric? Oui, alors oui, effectivement, sur le secondaire, aujourd'hui, il y a une offre qui est trop peu proposée. Un jeune sourd va pouvoir suivre une scolarité bilingue, notamment à Lyon, Toulouse, Poitiers, Paris également, mais c'est très très peu. Ils accueillent peu d'enfants sourds. Et puis se pose aussi la question de la mobilité des familles, puisqu'il faut pouvoir déménager et s'implanter, s'installer dans une nouvelle ville. Donc c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, mais c'est quand même présent et on peut gager que cela va se développer parce qu'en fait c'est une vraie réussite, ça fonctionne. Il ne faut pas oublier également que la langue des signes a été interdite dans le champ de l'éducation jusque dans les années 80. C'est la langue des signes dans le domaine de l'éducation, c'est extrêmement récent. Avant que la loi de 2005, Cédric, ne vienne corriger justement cet état de fait et reconnaisse la langue des signes comme une langue à part entière? Oui, absolument. Effectivement, l'interdiction de la langue des signes, elle naît du Congrès de Milan en 1880, du moment où on a considéré que l'usage de la langue des signes n'était pas un bon moyen en fait d'apprendre pour les personnes sourdes, et surtout, ça ne favorisait pas leur intégration en tant que citoyens. Jeanne et moi, nous sommes médusés en plateau. On vous le dit tout de suite, on est médusés parce qu'on apprend. Et Patricia, justement, vous dites, oui, en effet, malheureusement, c'est un fait qui s'est poursuivi dans l'éducation en France jusque dans les années 80. Oui, au XVIIIe siècle, il y a eu deux courants. Il y a eu le courant langue des signes et il y a eu le courant oralisme. Et c'était le courant oralisme qui l'a emporté et la langue des signes était interdite jusqu'à 2005. Et c'est vraiment, encore une fois, on est tout bonnement médusés sur ce plateau de l'apprendre. En tout cas, aujourd'hui, heureusement, vos deux pédagogies, à la fois pour les 2-10 ans, pour l'école trilingue Montessori, et les sourdoués pour les jeunes adultes sourds et talents du numérique, utilisent la langue des signes, et c'est tant mieux. Il y a aussi une question très intéressante sur les neuroapprentissages. Quand on pense langue des signes, quand on capitalise justement sur des sens qu'on a développés particulièrement parce qu'on est public sourd et malentendant, forcément, on apprend aussi différemment. J'imagine que pour vous, forcément, avec la pédagogie Montessori, Patricia, c'est fondamental de s'appuyer dessus. Absolument. Des recherches assez importantes ont été faites par Angeline Stoll-Lillard aux États-Unis, qui est professeure à l'Université de Virginia. Et elle a constaté avec ses équipes que l'apprentissage du langage gestuel chez le jeune enfant, qui est quelque chose de très facile pour lui parce que c'est ce qui l'attire, c'est le gestuel, que c'était au niveau neurologique quelque chose de très avantageux. Ça permet aux très jeunes enfants de s'ouvrir aussi beaucoup plus facilement. Les enfants qui sont, et nous on le voit depuis 2010, les très jeunes enfants qui sont plutôt timides, très réservés, vont sortir beaucoup plus facilement de leur coquille et de leur petite personne à travers ce langage gestuel. La mémoire visuelle aussi des gestes est quelque chose qui joue un rôle très important aussi. Ce sont des enfants qui souvent s'adaptent beaucoup plus facilement à différentes situations également, toutes sortes de situations, parce qu'ils ont eu ce langage gestuel dès la plus jeune enfance.
Donc au niveau neurologique, c'est vraiment c'est un apport très important. Et Cédric, c'est justement des capacités d'adaptation, d'agilité qui en font des talents, encore une fois, du numérique à part entière. D'ailleurs, la façon dont vous avez choisi de mener la pédagogie au sein des Sourdoués, c'est de les confronter à des formateurs sourds eux-mêmes qui vont donc signer avec eux. Ils pensent pareil que leurs apprenants, c'est aussi une raison de la co-réussite des Sourdoués? Oui, je crois que c'est fondamental et lorsqu'on a cherché des solutions pour remédier à cette problématique d'accès à l'enseignement supérieur au métier, très rapidement, en fait, la solution la plus simple, c'était de construire des parcours de formation dans la langue des apprenants. Et donc, du coup, c'était effectivement de trouver des formateurs qui étaient signants. Et puis, du coup, de se dire, finalement, en tant qu'être signant, c'est trouver des designers, des graphistes, des développeurs sourds qui vont pouvoir eux-mêmes transmettre leur savoir. Et donc, bien sûr, c'est assez naturel puisque c'est de la pédagogie entre pairs et ça c'est très facile et du coup ça se passe directement en fait et ça c'est assez magique. On a des courbes de progression qui sont quasiment à la verticale et au-delà de ça c'est aussi pour des jeunes sourds qui n'ont pas bien d'avenir. Finalement, vous savez, quand vous avez 20 ans que vous êtes sourd, votre avenir, c'est malheureusement, c'est de percevoir la hache jusqu'à votre retraite. On a beaucoup de jeunes qui nous disent que leur chemin de vie, c'était ça. Le fait l'allocation handicapée. La hache étant l'allocation handicapée. Oui, pardon, l'allocation handicapée, effectivement. Et ça, c'est souvent ce qui est promis aux jeunes sourds quand ils veulent s'engager sur des voies un petit peu, voilà, le design, le développement web, etc. Puis d'autres métiers, bien évidemment. Ce qui est intéressant aussi, c'est par rapport à leur positionnement social et comment ils se définissent en tant que sourds. Et ça, c'est extrêmement important sur la confiance qu'ils ont en eux. De voir un adulte sourd qui est formateur dans une matière qu'ils apprécient, quelqu'un qui a un emploi, qui a réussi finalement, ça renvoie des modèles de réussite qui sont super importants et qui font partie finalement de notre pédagogie. C'est comment on les tire, comment on leur dit et on leur montre que c'est possible. Et ça, c'est super important, c'est d'avoir une bonne image aussi en tant que sourd, de se dire qu'on est capable. Et ça, c'est fondamental et ça a été aussi un choix important. Et pour finir, c'est aussi comment on peut créer de l'emploi pour des personnes sourdes directement. Et on entend justement cette conviction avec laquelle vous défendez les surdoués. 70 talents de jeunes sourds et de jeunes sourdes formés depuis 2017 grâce à cette initiative. Patricia, Cédric, vous restez avec nous puisque dans un instant, on revient pour une deuxième partie de cette discussion à l'occasion de la journée mondiale des personnes sourdes et malentendantes. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète Tech. Et c'est le Zap avec Edouard Degnaud.
Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Patricia Peterson-Fontenay, fondatrice de l'École Montessori internationale trilingue, français, anglais, langue des signes française à Nogent-sur-Marne. Et toujours en duplex avec Cédric Richard, fondateur des Sourdoués et de Signes et Formation, qui va fêter sa 10e année d'activité. On est aussi, vous le savez, en plateau avec Jeanne Dreyfus, notre enquêtrice de l'art, parce que Jeanne a une idée derrière la tech. Et Jeanne, cette très belle idée, comme toujours aujourd'hui, elle veut nous emmener sur les chemins de la création, de la créativité et de l'intelligence artificielle. On va se pencher sur ces IA capables de générer des images à partir de simples textes, et plus précisément, un outil en particulier, DALL-E. Eh bien oui, Marjorie, cet été, l'IA nommée DALL-E, deuxième version du nom, bébé d'OpenAI, société d'Elon Musk, a fait grand bruit. Sa version bêta a permis à 1 million d'inscrits de profiter de sa technologie qui est tout simplement ébouriffante. En quoi ça consiste ? Eh bien, ça consiste à faire apparaître une image à partir de n'importe quel texte qu'on aurait écrit, quasiment simultanément. Mettons qu'on prenne un texte du genre une personne avec une tête d'emoji, prise en photo dans le style du daguerréotype. Ouais. Eh bien, DALL-E va transformer ce texte grâce à la seule IA, sans aucune intervention humaine. Mais voilà, cette image ne serait-ce pas une tête d'emoji prise en photo dans le style du daguerréotype. Mais si, dites donc. Mais c'est absolument magique, et désormais l'internaute va pouvoir passer toute sa journée à tester ses idées les plus saugrenues et les transformer en images. Alors voilà, allez, on va jouer. Tiens, ça ressemblerait à quoi si, un ours géant, mangeait tout à coup la tour Eiffel ? Eh bien, ça donnerait, roulement de tambour. Ouais. J'en veux pour... Ah ben non, presque. Oui, c'est incroyable. Mais c'est fantastique, on n'arrête pas la technologie, un ours avec une tour Eiffel. Mais oui, attends, imagine, on est dans l'au-delà, et là, l'éternité, c'est un peu long quand même, il y en a un peu ras-le-bol. Bref, on a envie de se faire des vacances. Là, on va dans une agence de voyage, on demande, écoutez, ça ressemblerait à quoi ? Une brochure pour du tourisme dans l'au-delà. Et là, alors on tape, touristique brochure for afterlife, et roulement de tambour, attention, paf, ça ressemble à ça. Merveille des merveilles, j'en ai un dernier. Imaginons, c'est l'histoire d'un pommier, mais alors ces pommes, ce serait des apples, mais ce ne serait pas des apples, ce serait des apples de chez Mac. Qu'est-ce que ça va donner ? Un arbre qui fait pousser des iPhones, mais c'est magnifique, c'est absolument magique. On pourrait continuer pendant des heures toutes ces histoires de sorcellerie technologique. Et d'ailleurs, en parlant de sorcellerie technologique, eh bien évidemment, les réactions ont été diverses depuis la sortie de ces logiciel de text to creation. Alors en ligne, de toute façon, on a demandé si ces IA n'allaient pas sonner la lali de l'artiste. Dans la presse papier, on y va carrément. La machine a une conscience, cette bonne vieille formule de la machine consciente, sous couvert d'une peur d'un grand remplacement de la technologie, de l'homme par la technologie. Beau jour toujours devant elle, n'est-ce pas ? Ça sonne pas la lali de la créativité, ça sonne peut-être la DALL-E de la créativité tout au plus. Mais alors justement, qu'est-ce qui se cache derrière la technologie DALL-E ? Eh bien, DALL-E, c'est basé sur une technologie qui s'appelle Clip. Cette technologie, en fait, elle permettait à l'origine de traduire automatiquement des images en langage naturel. DALL-E a tout simplement inversé le processus. Et ce qui est fou, en fait, c'est le degré de précision avec lequel cette technologie fonctionne grâce au machine learning, à l'apprentissage automatique. Parce que pour arriver à produire notre tête d'émoji triste qu'on a vu en début de chronique, évidemment, cette intelligence, elle a compulsé des milliards d'images, malheureusement des millions de personnes tristes sur Internet, mais aussi des millions de photos vintage, pour arriver donc à acquérir 12 milliards de paramètres qui vont lui permettre de maîtriser les expressions, de maîtriser les textures, la ligne, la touche, les colorimétries qui sont propres à chaque style, mais donc aussi les données spatiales contextuelles et donc les ombres en relation avec les sources de lumière selon les différents points de vue, comme on peut le voir sur ce buste de Homère. Mais je suis désolée, je remets cette question sur le tapis. Ça nous pose encore la question de la créativité et de la place du créateur humain. Oui, tout à fait, mais en fait, il s'agit de l'automatisation de la ressemblance. C'est-à-dire,
au même titre que la photographie, au même titre que le cinéma, qui à l'époque ont reçu des critiques similaires quant à l'automatisation de la ressemblance. Mais ça n'enlève pas au créateur la création du concept, ce qui se nomme un prompt dans le domaine. Le créateur, il va écrire ce qui se matérialise sur l'écran, il va corriger, réécrire, faire des allers-retours avec la machine. Et un des jeux qui a amusé les utilisateurs, c'est ce qu'on appelle l'outpainting. L'outpainting, ça va être de prolonger des tableaux célèbres en dehors de leur cadre et comme s'ils avaient été beaucoup plus grands. Et les résultats sont divers et avec différentes qualités. Si on prend l'exemple de la jeune fille à la perle, eh bien tout dépend du créateur. Ça peut donner quelque chose de peu imaginatif ou quelque chose d'hyper abouti, comme on le voit en bas de l'image. Et il y a eu des gens qui se sont amusés à prolonger la Joconde ou un tableau de Magritte. Alors, on parle de quoi quand on voit justement ces images générées notamment grâce à des technologies d'OpenAI et DALL-E? On parle de jeux visuels, on parle de consommation d'art? C'est un peu cette question, est-ce de l'art? C'est la question épineuse. C'est comme si on se demandait, quand on est à un dîner à côté d'un cousin qui est très rigolo, parce qu'il fait des blagues de temps à autre, c'est un humoriste. Non, l'art, c'est une pratique au long cours qui demande aussi une réflexion sur le médium. Et un artiste contemporain fait depuis des années et des années de l'IA le centre de sa pratique artistique. Lui, il ne parle pas d'intelligence artificielle, il parle d'imagination artificielle. Il s'appelle Grégory Chatonsky et il a aussi donné dans l'outpainting, mais qu'il a appelé Exfait et non outpainting. On peut en citer une œuvre où son prompt, ça a été tableau d'une forêt avec beaucoup d'arbres, le douanier Rousseau, lauréat du concours Behance, qui est une plateforme de communication de ces pratiques visuelles, réalisme magique, etc. Et on voit dans cette image, une espèce d'hybride étrange où il y a des espèces de gardes un peu coloniaux en haut de l'image, des lunes diverses comme dans la SF, une nature abîmée, coupée, blessée, qui donne donc dans d'autres des images de Chatonsky aussi cette même valeur à une création à partir de l'ensemble des données accumulées par la machine. Ces hybrides où l'imagination logique où l'imagination humaine travaille main dans la main, en fait, un peu comme si l'inconscient collectif pouvait lui-même créer sa matérialisation sous une forme onirique de rêve. Un rêve éveillé grâce à l'intelligence artificielle et toujours évidemment la créativité humaine. Merci infiniment Jeanne pour encore une fois cette enquête entre numérique et création et art. Je vous voyais émerveillée Patricia, les possibilités sont infinies. Absolument. C'est intéressant de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et la créativité. Dans l'école Montessori internationale trilingue, on essaye de donner aux enfants un maximum de données réelles jusqu'à l'âge de l'école élémentaire. À partir de 6-7 ans, là, on peut rentrer dans l'utilisation des médias, l'utilisation de l'informatique, etc. Mais jusqu'à l'âge de 6 ans, comme Picasso avait dit, on peut devenir un peintre extraordinaire si on a un bon sens de l'observation. Donc, on travaille beaucoup avec les enfants pour aiguiser ce sens de l'observation et on laisse les enfants avoir libre cours à leur imagination avant de leur donner de l'intelligence artificielle dans leurs mains, si vous voulez. Absolument. Les tablettes et le reste, c'est pour un peu plus tard. La technologie qui vient toujours. On va voir justement comment cette technologie peut aider les startups de l'éducation à aller plus loin dans l'apprentissage de la langue des signes français. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale, qui sera demain d'ailleurs, des personnes sourdes et malentendantes. On va être rejoint pour la deuxième partie de notre talk par Ombline Laurent. Elle est chargée des relations presse d'Include, une start-up qui se vit comme une maison d'édition bilingue français et langue des signes française.
Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours pour célébrer cette journée des personnes sourdes et malentendantes. À mes côtés, Patricia Peterson-Fontenay pour l'École Montessori internationale trilingue de Nogent-sur-Marne. Cédric Richard, fondateur des Sourdoués et de Signes et Formation. Et elle nous a rejoint à nouveau, elle aussi, en Skype, Ombline Laurent. Ombline, vous êtes la chargée des relations presse d'Include. Include, c'est une EdTech pas comme les autres, puisque vous vous définissez vous-même comme une maison d'édition bilingue, français et langue des signes. Ce sont deux cofondatrices qui ont lancé cette belle aventure en 2017, Marlène Warnerin et Brigitte Gros-Massia. Avant Include, il n'y avait pas de littérature pour les enfants malentendants. Alors, effectivement, on a répondu à un besoin puisqu'il n'y avait vraiment aucun support de lecture adapté en langue des signes, hormis quelques livres avec des DVD à la fin, mais le numérique n'était pas utilisé au profit de l'accessibilité, on va dire, de la lecture. Et l'accès à la lecture pour les personnes sourdes, ça passe énormément par la langue des signes. Le contenu en langue des signes est ainsi lu et compris, et ensuite on peut passer plus facilement au français écrit en fait. Et je crois que justement on a beaucoup de personnes sourdes qui ont des difficultés de lecture, tout simplement parce que le français et la langue des signes n'ont rien à voir. Voilà, la syntaxe est propre à chaque langue, et donc du coup la langue des signes se construit différemment, ce qui fait que faut être bilingue en fait. Pour une personne sourde, c'est vraiment une autre langue, le français, hein, donc c'est pour ça que c'est dur pour eux de l'apprendre. Absolument. Et justement, l'idée aussi dans ce bilinguisme, c'est aussi de garder, si j'ose dire, une bitechnologie. On va à la fois garder le papier, le livre, mais aussi utiliser la réalité augmentée via l'application d'Include pour pouvoir animer le texte, le rendre compréhensible, lisible en langue des signes. Exactement. L'idée, c'était en fait de garder le papier en main pour donner envie aux sourds de lire, hein, quand même, d'aller vers ce français. Et l'application qu'on a donc créée, donc ça s'appelle Include. L'application, elle va détecter chaque image de chaque page pour permettre de lancer les vidéos en langue des signes, et ça facilite aussi la lecture. Donc la personne va pouvoir lire et tourner les pages et en même temps avoir sa vidéo en langue des signes. On utilise la réalité augmentée en fait pour que ça soit assez interactif et ludique aussi pour notamment les jeunes enfants. Et on va voir notamment une des nouveautés que vous avez lancées l'année dernière, des avatars qui signent en 3D. On les suit dans les aventures Arthur et Zazou. Ce sont, si je ne dis pas de bêtises, des frères et sœurs, une petite sœur entendante, un petit garçon qui lui est sourd, et qui vont mutuellement s'aider pour avancer dans ce conte et justement dans ces aventures. Voilà, le premier tome, la palette de couleurs, est publié. Ces deux héros, Arthur et Zazou, on a surtout beaucoup vu Zazou qui signait pour nous, et on va voir justement qu'en scannant avec son téléphone via l'application Include, toute la littérature, tout le livre Arthur et Zazou s'anime directement pour les enfants qui veulent suivre justement cette histoire. L'idée, c'est encore une fois de bien donner une référence visuelle à ces enfants, qu'ils soient accompagnés à chaque étape. Oui, exactement. En fait, l'idée, c'était surtout aussi, avec cette collection, d'ouvrir au public entendant avec la langue des signes à apprendre, en fait, hein, à découvrir en tout cas, par des thématiques, là notamment avec les couleurs. Ça permet aussi de faire ce pont entre les sourds et les entendants. Voilà, on a pour l'objectif de permettre le vivre ensemble et de aussi intégrer plus facilement les enfants sourds dans les écoles par des outils, des supports de ce type-là, en fait, hein. Donc ça attire autant les entendants que les enfants sourds. Oui, donc en fait, il y a une véritable, alors sans mauvais jeu de mots, double niveau de lecture, à la fois pour les publics entendants et pour les publics sourds et malentendants. On est notamment en plateau avec Patricia, justement, qui a fondé cette école trilingue Montessori internationale à Nogent-sur-Marne.
Include, c'est un outil que vous pourriez utiliser à l'école? Absolument, surtout pour les enfants qui sont au niveau élémentaire, à partir du CP et jusqu'à la rentrée en 6e ou 5e. Oui, c'est très intéressant. Je pense que ça peut aider les enfants dans leurs apprentissages, renforcer également les apprentissages de la LSF et pour les enfants sourds, aussi bien que les enfants entendants. Alors, l'idée, évidemment, ici, c'est d'effacer aussi la peur de la différence, montrer que la langue des signes française est intégrée aussi au patrimoine culturel français. Dans la partie maison d'édition, Ombline d'Include, on sort de l'application pure et dure. Il y a aussi cette idée de se dire que toute la littérature doit être accessible, mais qu'il y a aussi une certaine, finalement, littérature malentendante qui peut être accessible aux entendants. Ça va dans les deux sens. Tout à fait. Là, on est sur des créations avec Arthur et Zazou. On a plus pensé l'histoire, comme vous disiez, avec un enfant sourd et un enfant entendant, les frères jumeaux. Mais la plupart des livres, sinon, pourraient aussi être adaptés en langue des signes. Et c'est tout l'autre pan de notre maison d'édition. On souhaite adapter le plus de livres possible, des livres du patrimoine français en tout cas. Notamment avec l'École des loisirs, on a déjà démarré avec 5 titres de leur collection. C'est moi le plus fort, Non, non et non, enfin des titres assez connus que les écoles ont notamment. Voilà, donc c'est important aussi de faire connaître aux enfants sourds les livres qui bénéficient aux enfants entendants. Donc voilà, ça c'est aussi ce travail qui reste à faire. Et je crois que d'ailleurs votre tout premier album interactif jeunesse a été publié notamment grâce au soutien de l'Éducation nationale, du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de la Culture. On voit donc que justement, côté politique, on a la velléité de s'emparer de ces questions-là et de faire progresser l'apprentissage de la LSF, de la langue des signes française. Mais il faut bien le reconnaître quand même, Patricia et Cédric aussi, parfois il faut quand même un petit peu de patience pour réussir à faire bouger les choses. À quand un apprentissage bilingue de façon native, si j'ose dire, dans l'éducation nationale à l'école, Patricia? Ça, c'est la grande question. Nous, on a commencé cette éducation en 1989. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a ajouté la 3e langue, la LSF, en 2010, mais ce n'est pas avant 2016 que nous avons pu accueillir des enfants sourds, parce que l'apprentissage de la LSF auprès de l'équipe pédagogique, avant tout, était nécessaire. Les autres enfants, les enfants aussi qui allaient accueillir les enfants sourds pour qu'il puisse y avoir une communication réelle entre tous. Et aujourd'hui, la majorité de notre équipe pédagogique arrive à communiquer en LSF, mais c'est très progressif. On est en 2022 aujourd'hui, nous avons commencé il y a 12 ans. Donc c'est un travail de longue haleine, un travail de patience, un travail qui se fait dans le temps. Ouais. Cédric, vous ces enfants, vous les récupérez, si j'ose dire, en tant que jeune adulte et futur talent du numérique, notamment avec les sourdoués et signes et formation. Là aussi, ce que vous observez, c'est qu'il faut toujours être patient pour réussir à faire progresser cette question du bilinguisme à l'école. Oui, absolument. De toute façon, la question du bilinguisme, nous, on l'interroge déjà à destination des personnes sourdes. Souvent, alors, c'est chouette, effectivement, que les jeunes entendants apprennent la langue des signes, parce que ça a quand même des vertus importantes. Madame en parlait, justement, pour les petits, avant qu'ils aient l'usage de la parole, ceux qui apprennent la langue des signes, déjà, ça enlève beaucoup de frustration dans la communication avec les parents, et ça en fait effectivement des enfants qui sont plus sociables que les autres. Madame l'avait bien expliqué. Après, effectivement, nous, on souhaiterait que tout le monde parle la langue des signes. Ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'aujourd'hui, si l'apprentissage de la LSF, et notamment les bébés signes, etc., va beaucoup à destination des entendants, qu'il y a des choses qui se font, mais c'est souvent à destination des entendants. Donc nous, on est très vigilants au fait que ça ne se fasse pas en fait au détriment en fait des personnes sourdes, et que du coup que la langue des signes, nous on aime
bien la mobiliser à destination des personnes sourdes. Et justement, pour faire un lien avec la technologie, la technique, moi, ce qui m'a souvent surpris, alors j'adore ça, c'est qu'en fait, la technologie, elle a été souvent à l'initiative des sourds. Vous savez que depuis 1876 et le dépôt du brevet du téléphone par M. Bell, jusqu'à aujourd'hui, les outils de visio qu'on utilise, ça a été toujours, il y a toujours eu des sourds dans le coin. En 1876, Bell il dépose le téléphone parce que c'est quelqu'un qui n'aime pas les sourds. Il a une femme et une fille qui sont sourdes, mais il déteste les sourds. Il est dans les courants eugénistes aux États-Unis. Et lui, ce qu'il veut, c'est l'apprentissage de la parole chez les sourds. Et du coup, en fait, il invente un appareil qui lui permet de communiquer avec sa femme et qui permettra à sa femme de communiquer et qui rendra la vie facile en fait à l'entendant qu'il est. C'est souvent ça en fait. C'est aujourd'hui encore, c'est comment on rend la vie facile aux entendants. Donc le plus simple, c'est que les sourds parlent et soient appareillés. Et donc de 1876 et cette invention du téléphone, c'était plutôt sympa, mais l'effet de bord qu'il y a eu, c'est que ça a coupé en fait les sourds de la communication, puisqu'avec l'appropriation du téléphone par les entendants, du coup les sourds étaient exclus de toute forme de communication. Donc ça, c'est assez chouette la technologie, mais voilà, nous on est toujours assez vigilants de se dire voilà c'est bien, mais nous on encourage l'usage de la langue des signes pour favoriser l'éducation des personnes sourdes, leur accès à la formation. Et évidemment, on est toujours quand même très content que les entendants découvrent cette belle langue. Mais voilà, il faut trouver un juste milieu. La question de l'éducation nationale et l'enseignement bilingue, oui, nous, on intervient beaucoup en école, notamment dans les collèges, où il y a des classes bilingues, et c'est vrai que c'est assez chouette. Mais comme disait madame, il y a encore du chemin à faire, malheureusement, mais c'est normal puisque c'est très jeune tout ça. Et on l'entend et on sera vigilant justement avec vous désormais. Cédric, merci infiniment pour cette initiative des Sourds-Doués. On vous retrouve à Lyon, à Toulouse, à Saint-Étienne, bientôt à Paris et dans le nord de la France. Merci infiniment à Patricia, justement Peterson Fontenay, d'être passée par le plateau de l'École du Futur. Bravo pour cette école Montessori trilingue. Évidemment, on vous retrouve à Nogent-sur-Marne. Et merci infiniment à Ombline Laurent pour Include. On peut justement se procurer cette application gratuitement sur toutes les plateformes de téléchargement et marketplace d'applications. Le bilinguisme, oui, la langue des signes, France et le français, pas l'un au détriment de l'autre. Merci infiniment à Jeanne Dreyfus aussi pour son enquête de l'art. On se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de l'École du Futur.